Bon bah je pense qu'on va y aller. Bonjour à tous, merci d'être venus à cette dernière session de Tourentech. J'espère que ça s'est bien passé, que vous êtes tous encore frais. Dans cette session, on va parler de performance, mais on va pas vraiment parler de technique dure, pas d'optimisation, pas de trucs. Déjà, ça dépend des langages, ça dépend de techniques, c'est très chiant. Avant de rentrer vraiment dans le sujet, par contre, j'ai un avertissement à vous faire. Cette présentation contient des équations. Donc, si dans la salle, il y a des gens qui sont allergiques au X et Y, faites attention, il va y en avoir. Et par ailleurs, s'il y a des gens dans la salle qui ont un PhD en maths, cette session contient aussi des approximations. Donc en plus, ces équations ne sont pas totalement justes. Donc je suis désolé, ni pour ceux qui n'aiment pas, ni ceux qui aiment trop, c'est au milieu. Si vous êtes au milieu, normalement, ça va bien se passer. Donc, on va parler de quelque chose qui est trop lent. De façon générale. L'avantage des sujets dont on va parler aujourd'hui, donc des lois universelles, c'est qu'elles s'appliquent dans beaucoup de contextes. Il y a très peu de contraintes qui les justifient. Là, on va parler d'un programme qui est trop lent. Et pour donner quelques notations, on va dire que le temps de ce programme, on va l'appeler T1, parce qu'on était tout seul à le faire. On a mis 2 ans à le faire, où le programme s'est exécuté pendant 2 heures. Si je veux accélérer ce programme, le premier réflexe que plein de gens ont, c'est de dire, bah, on va paralléliser. Alors, on va paralléliser, ça ira beaucoup plus vite. Dans un programme, de toute façon, il va y avoir des petits bouts qu'on ne peut pas paralléliser. En général, l'initialisation au minimum, la fin en général n'est pas parallélisable, et au milieu, il peut y avoir des choses qui doivent être faites en série. Donc les choses qu'on ne peut pas paralléliser, on va les mettre en vert. Okay. Pour simplifier le graphe, on va mettre tout le vert d'un côté. Donc on va dire que cette partie du code, qu'on va appeler sigma, parce qu'on aime faire des maths et que c'est grec, c'est la partie sérialisée. C'est la partie qu'on ne peut pas paralléliser. Et le reste, bah, c'est le reste qu'on va paralléliser. Donc pour l'instant, j'ai rien changé, je suis toujours sur un seul thread ou un seul cœur, et ça se passe bien. Maintenant, si je mets 2 cœurs, ce qui va se passer, c'est que ma partie parallélisable va aller 2 fois plus vite. Le temps total que je vais mettre, c'est, et je peux encore le diviser en 2, ça va passer T4, etc. Donc je peux avoir une équation qui va me dire en fait à quelle vitesse je vais accélérer mon programme. Mon temps T2, c'est mon temps T1, fois la partie sérialisée, et puis ensuite la partie parallèle, je la divise par le nombre de fois que j'ai sérialisé. Ok? C'est le niveau de complexité des équations, hein, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et donc là, ça me donne une relation qui permet de calculer à quelle vitesse je vais pouvoir accélérer mon programme en fonction de son taux de parallélisation. Et comme on n'aime pas avoir un T0 qu'on ne connaît pas, on va diviser le temps de référence avec le temps n. Comme ça, on va calculer un nombre qui est arbitraire, qui est l'accélération. Je veux dire, mon programme va 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, 4 fois plus vite. Ça m'aide de savoir combien de temps il a pris au départ. Et dans ces cas-là, on tombe sur une loi qui s'appelle la loi d'Amdahl. D'accord ? Elle s'appelle la loi d'Amdahl parce que c'est Gene Amdahl qui a fait la démonstration que je vais vous faire. Là. Il l'a écrit en 67 pour expliquer pourquoi IBM ne devait pas développer des microprocesseurs multicore. Et que le vrai progrès devait se faire sur les monocores, parce que la performance en multicore, vous avez de la perte, il y a des choses qu'on ne peut pas paralléliser. Et on voit que par rapport au gain idéal qu'on aurait sur une ligne bleue, la ligne où à chaque fois que j'ajoute un corps, je vais 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, en vrai, il y a de la perte. Et cette perte dépend du programme. Il y a des programmes qui sont très parallélisables, et des programmes qui ne sont pas très parallélisables. On pourrait se dire, c'est beau la théorie, est-ce que ça marche en vrai ? Alors pour savoir si ça marche en vrai, j'ai fait un petit... Alors je fais du Scala, parce que à la base je fais du data engineering. Vous n'avez pas besoin de comprendre le Scala. En gros, ce que ça fait, c'est que ça prend un tableau de 1 million d'entiers, et je le mets sur un fork pool d'une taille que je fais varier, et je dis, vas-y, calcule la somme de tous ces entiers en parallèle. Et mon but, c'est de faire varier ma pool size sur plusieurs valeurs. Si vous faites du Java, vous savez que ça, c'est un bench qui est très mauvais. C'est beaucoup plus compliqué que ça de faire du benchmarking en Java, mais c'est pas le sujet du talk. Donc c'est un pseudo-code. Les résultats, ça donne ça. Donc sur un seul thread, ça me prend à peu près 3 millisecondes. Et sur 2 threads, ça prend une milliseconde 70. Sur 3 threads, une milliseconde 50, etc. Donc on voit qu'il y a effectivement un rendement décroissant. Ça ne me dit pas que ma loi est vraie. Donc comment je fais pour tester que ma loi est vraie? J'attendais. Pas ça. Je peux prendre un outil et dire, ok, là j'ai ressaisi mes... Merci le réseau. J'ai pris mes chiffres que j'ai mis dans un tableau. Donc la colonne Y, X, c'est les threads. La colonne Y, est-ce que c'est assez grand au fond? Un peu moyen?
Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Ça change pas énormément, mais je peux pas faire plus en fait. C'est le maximum que c'est gérer l'outil en termes de zoom. Pour l'instant, donc j'ai les chiffres X, c'est le nombre de threads, Y, c'est les temps, et Z, c'est l'accélération. Donc là, ce qui est bien, c'est que je peux effectivement plotter sur un chart ma accélération. Je vois que ça a une tête décroissante. Mais en fait, ce que je veux, c'est garantir que ma loi est vraie. Et pour ça, je peux faire un truc statistique qui s'appelle une régression linéaire. Est-ce qu'il y a des gens qui font des régressions linéaires dans la salle? Ok. Bon, bah, donc à la fin de ce talk, vous pourrez tous rajouter data scientist sur votre. Donc, ce que je prétends, c'est que mon temps. Non, c'est pas ça. C'est que mon accélération, elle doit correspondre à une loi qui dit que c'est mon nombre de threads divisé par 1 plus S, parce que c'est chiant à taper les lettres grecques sinon, moins 1. Et ce que me fait le logiciel, c'est qu'il va me calculer la meilleure valeur de S pour que ça passe effectivement par tous les points. C'est ce qu'on appelle une régression. Le système essaye de deviner la bonne valeur de S. On voit que c'est pas parfait. Hein. La courbe, elle passe pas exactement sur les points, parce que mes mesures, ben, je les ai faites sur un portable, c'est pas forcément très reproductible. Mais on voit que c'est pas mal. Franchement, ça ressemble à peu près. Et il y a une mesure de qualité en statistique qu'on appelle le R2, c'est la somme des erreurs. Si ça vaut 1, c'est que c'est parfait, c'est passé par tous les points. Et si ça vaut pas 1, c'est qu'on s'est un petit peu éloigné des points à certains endroits. 0,97, c'est pas mal. C'est pas terrible, mais c'est pas mal. Et ce qui est intéressant avec cette loi maintenant, c'est que ça me donne un chiffre S qui est 0,34. Et ce chiffre, je peux l'interpréter. Ce que ça me dit, ça veut dire que 34% du temps que j'ai passé était du temps non parallélisable. C'est l'avantage de ce modèle, c'est qu'il me dit le S veut dire quelque chose. C'est pas juste un nombre. C'est 34% du temps de mon programme était passé dans du temps non parallélisable. Ça veut me dire aussi quelque chose, c'est que le maximum de performance que je peux atteindre, je peux le calculer, c'est 1 sur S. 1 sur S, on peut le taper, c'est cool. Allez, f de n égale 1 divisé par S. Ça, c'est le max, je pourrais jamais aller plus vite. Je peux mettre 35 cœurs, je n'irai jamais plus vite que 3,3 fois la vitesse que j'ai au départ. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces lois-là, c'est que j'ai pas besoin de faire le test, j'ai pas besoin d'acheter une machine à 64 cœurs pour me rendre compte qu'en fait ça n'ira pas plus vite. Je peux le savoir à l'avance et je peux prédire des choses. Le problème de cette démonstration, c'est que je peux prédire que je sais maintenant que ça ira pas beaucoup plus vite. Et une des raisons pour lesquelles ça va pas plus vite en pratique, c'est parce que le problème n'est pas assez compliqué par rapport à mettre en place toute la machinerie de multithreading. Mais je ne peux pas déduire beaucoup de choses de plus que ça va aller au mieux 3 fois plus vite. Par exemple, je ne peux pas savoir est-ce que je peux traiter plus de calculs en parallèle. Parce que la loi d'Amdahl me dit juste, je sais que ma latence, donc mon temps de traitement va être borné, mais je peux rien dire sur mon débit. Et le débit, ça joue souvent aussi beaucoup dans les systèmes, surtout quand on fait des back-ends. On veut traiter plein de requêtes en parallèle. Donc pour pouvoir aller plus loin, il va falloir qu'on fasse un peu de théorie. Et la théorie qui nous intéresse, alors il faut que je revienne dans mes slides, la théorie qui nous intéresse, c'est les files d'attente. Est-ce que quelqu'un dans la salle fait déjà des files d'attente? Théorie des files d'attente? Un tout petit peu, c'est cool. Les files d'attente, c'est quelque chose de magique, et c'est quelque chose de terrible, parce qu'une fois que vous pensez en file d'attente, vous en voyez vraiment partout. Mais vraiment partout. Donc c'est quoi une file d'attente? C'est ça, représentation théorique. C'est simple, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Comment on la décrit une file d'attente? Évidemment, on a une taille. La partie rectangulaire, c'est en général la représentation de la file d'attente, c'est là où on va mettre les éléments en attente. Le rond, c'est ce qu'on appelle le serveur, ou le service, c'est la partie qui fait le traitement. Donc dans une file d'attente, on a une taille maximum d'éléments qu'on peut mettre dans la file d'attente, et on a un ou plusieurs éléments qui sont capables de faire le service. Et en plus, on a un truc qui s'appelle la discipline de façon théorique, qui est comment je fais passer mes éléments de l'un à l'autre. En informatique, c'est genre un FIFO. Est-ce que c'est le premier élément que je prends? Est-ce que c'est le dernier? Est-ce que je les prends au hasard? Il y a plein de politiques qu'on peut appliquer. Ce qu'on va donner aussi comme information sur une file d'attente, c'est finalement combien de messages arrivent en moyenne, et puis combien de messages en sortent. Donc j'ai une capacité, enfin j'ai un débit d'arrivée, ça c'est le message qui arrive, et mon serveur il a une capacité de sortie, il ne peut pas en faire plus que mu. Sauf que
dans la vraie vie, le débit d'arrivée moyen ne suffit pas parce que les choses n'arrivent pas exactement de façon synchrone. On peut avoir des rafales de messages, on peut avoir des trous, on peut avoir plein de choses. Donc en fait, il y a une partie un peu aléatoire dans le sujet. Et ça se codifie avec ce qu'on appelle les lois d'arrivée, qui disent, ok, en fait, ces messages-là, ils arrivent répartis plus ou moins de cette façon-là. C'est trop compliqué en maths pour qu'on rentre dedans, donc on va pas le faire. Sachez juste qu'en fait, c'est pas juste un débit d'arrivée moyen, on prend en compte le fait qu'il y a de la variation dans les systèmes. Et comme là, ça commence à faire beaucoup d'éléments, il y a quelqu'un qui a inventé une notation, qui s'appelle M. Kindall, qui dit, voilà une file d'attente, c'est des notations comme ça. Et ben les 2G, c'est les lois d'arrivée, loi de départ, le 1, c'est le nombre de serveurs. La taille maximale, quand elle n'est pas indiquée, elle est supposée infinie parce qu'on fait des maths. Et la discipline, quand elle n'est pas indiquée, c'est first come first serve, c'est-à-dire FIFO. Le premier élément est pris. En général, on indique que les 3 premières. Si vous voyez un jour là, dans la littérature des files d'attente, vous verrez en général MM1, les plus faciles, celles sur lesquelles on peut faire des maths facilement. C'est cool, on sait décrire une file d'attente. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait mesurer sur une file d'attente? Donc là, ce coup-ci, j'ai mis des éléments dans la file d'attente, c'est plus sympa. Donc j'ai lambda éléments qui arrivent dans ma file, j'en ai mu qui sortent, qu'est-ce que je peux dire dessus? Je peux mesurer un truc simple, c'est combien j'ai d'éléments dans la file. Attention, c'est le nombre d'éléments dans le système qu'on mesure en général, donc là j'en ai potentiellement 3. J'en ai 2 en attente, et j'en ai peut-être 1 en traitement. En général, le nombre d'éléments inclut l'élément qui est en train d'être traité. Je peux mesurer le temps que j'ai passé à être dans mon système. Ce temps, en fait, je peux le découper en deux moments, en général, le temps d'attente en tant que tel, et le temps qu'il a fallu pour être traité. Donc le temps total, c'est le temps de résidence, puis on le découpe en deux, temps d'attente et temps de traitement. Et un truc qui est super important qu'on mesure, c'est le taux d'utilisation du service. Parce qu'à un moment, le service est fait plein, il ne pourra pas faire plus, et le taux d'utilisation, finalement, c'est le pourcentage entre 0 et 1 de est-ce que je suis à capacité ou pas. Et toutes ces mesures, ce qui est sympa, c'est qu'elles sont liées. Il y a des équations qui les lient. Et il y a un résultat qui a l'air trivial, qui a l'air super simple, mais qui n'est pas si simple que ça à démontrer. Ce qui s'appelle la loi de Little. Un petit truc en vert là, qui dit que le nombre d'éléments dans un système, ça ne dépend que du taux d'arrivée et du temps de résidence. Et ce qui est fort dans cette démonstration, c'est que ça dépend que de ça. On s'en fout donc s'il y a des rafales ou pas. On s'en fout d'un tas de choses. C'est juste, si vous connaissez le nombre d'éléments dans le système, vous savez que c'est lambda fois R. Et cette loi-là, en fait, elle va nous aider dans plein de choses, parce que si vous regardez rapidement, L, c'est un nombre d'éléments, lambda, c'est un débit, et R, c'est un temps. Donc là, tout d'un coup, j'ai une équation qui me permet de dire, en fait, si je connais le temps, et je connais mon nombre d'éléments, je connais mon débit. Ou si je connais mon débit et mon temps, je connais mon nombre d'éléments, etc. Donc selon ce que je peux mesurer et ce qui m'intéresse, j'ai un moyen de passer de l'un à l'autre. Vachement pratique. On peut dire, ok, bon, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi je vous bassine avec ça? Donc on peut faire un petit test, enfin une utilisation de ces trucs-là. Imaginez, vous êtes une équipe de développement et vous avez des backlogs. On a deux façons de gérer le backlog. À gauche, on a le backlog où en fait, soit directement chaque développeur a son backlog, soit il y a un backlog central, mais les tickets sont assignés à des développeurs. Donc au final, chaque développeur a son backlog. Et de l'autre côté, on a un backlog où en fait, tout le monde se sert quand il est prêt. Donc il n'y a pas d'assignation, les gens prennent les tickets au fur et à mesure. Pour que ce soit un peu concret, on peut mettre des trucs, on peut dire en moyenne, il y a 7 tickets qui rentrent par jour, et que en moyenne, il faut une demi-journée pour faire le ticket. À votre avis, lequel des deux systèmes est le meilleur? Qui vote pour la partie backlog personnel? Personne. Qui vote pour l'autre? Ok. À votre avis, c'est meilleur de combien? Ça se calcule. Et le calcul vous dit qu'en moyenne, un ticket moyen dans le premier mode fait 4 jours, un ticket moyen dans l'autre mode fait 1,25 jours. Avec un temps de traitement qui est exactement identique dans les deux cas. Donc voilà à quoi sert cette théorie-là, en fait, c'est que ça permet de modéliser des problèmes et de projeter des résultats. C'est une modélisation. Là, j'ai pris un backlog, c'est assez facile de se dire que c'est une file d'attente. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez modéliser le système de combien de temps il faut pour sortir de la salle. C'est une file d'attente. Le service, c'est la porte, elle a une capacité en largeur. On a un nombre d'éléments dans la salle, il y a un débit de sortie, vous pouvez totalement calculer le problème.
Là, en truand, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser un système web. D'accord? Donc vraiment simple, c'était un système que j'ai fait pour un client, une API écrite en Java. C'était du Java Spring Boot avec une base de données Postgre. Donc rien d'exotique. Et on a des requêtes et des réponses qui sortent. Ce qu'on fait, c'est que quand on le modélise, là pour le coup, ce truc-là, c'est assez facile. On va dire le système, t'es une boîte noire, c'est une grosse file d'attente, il y a des requêtes qui rentrent et il y a des réponses qui sortent. Je veux pas savoir comment ça marche, j'ai des requêtes qui rentrent, j'ai des réponses qui sortent. À partir de ça, qu'est-ce que je peux dire sur mon système? Qu'est-ce que je peux faire comme mesure, etc. Petite théorie, il y a des résultats mathématiques qui expliquent le comportement d'une file GG1. Si vous avez une excellente mémoire, vous vous souvenez des slides il y a 5 mois, parce que c'est pas facile d'en se souvenir, c'est le résultat le plus général qu'on peut avoir quand il n'y a qu'un seul serveur. On ne prend aucune hypothèse quasiment. La première chose qu'on sait, la loi de Little en fait, c'est que quand le débit augmente, l'utilisation du service va atteindre 1. Et que la relation est linéaire. Et à un moment, ça ne pourra pas dépasser 1, puisque une fois qu'on est à 1, le service est saturé. Par contre, en fonction de l'utilisation du serveur, le temps d'attente augmente de façon exponentielle. Jusqu'à atteindre l'infini. C'est-à-dire qu'une fois qu'un serveur est saturé à temps complet, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à suivre le débit, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, ils ne seront jamais traités. Ils vont juste s'accumuler. Donc le temps devient infini. Alors l'équation qui représente ça, elle est un peu... et c'est une approximation, parce qu'on ne sait pas le calculer de façon générique pour une GG1. Le premier terme, ρ sur 1 moins ρ, c'est justement ce qui donne la forme générale de la courbe exponentielle. C'est ce qui fait que ça partira à l'infini dans tous les cas, parce que quand l'utilisation arrive à 1, ça va partir à l'infini. Le deuxième terme, S, c'est le temps de service. Donc c'est est-ce que mon service était rapide de base ou pas. Et le troisième terme, c'est un truc qui dépend de la variation. Plus les éléments sont aléatoires, moins ça se comporte bien. Comme si je vous fais que des trucs comme ça, c'est pas très propre, donc je propose qu'on le visualise, parce que c'est plus sympa à visualiser. Pareil, je vais me mettre en mode... Merci le réseau. Voilà, on va faire en zoom. Donc là, j'ai pris l'équation. L'équation en noir, c'est donc l'approximation. Elle a une limite R dans 1. Et j'ai mis 2 traits. Le trait Y, c'est le temps de traitement nominal, donc S. Et le trait rouge, là, Y9S, c'est 9 fois le temps de traitement, c'est-à-dire comme la loi a fait une somme, c'est au moment où on est 10 fois plus lent, en gros. Et donc ce qu'on voit, c'est que quand on s'approche de 1, à un moment, l'API, ou le système, il part en vrille, et les performances se dégradent très très vite. Je pense que vous avez tous déjà testé ça si vous avez des API grand public, vous n'avez pas mis de capacité, et à un moment vous avez un gros pic de charge, et vos API sont partis en vrille. C'est totalement prévisible, ça se passe toujours comme ça. D'accord? Et alors, ce qui est intéressant avec ces modèles, c'est qu'on peut voir quel est l'effet. Si j'ai un S, donc un temps de traitement qui est très rapide, si mon application est très rapide, j'ai toujours 10 fois l'accroissement, mais en fait, si mon API fait 10 millisecondes x 10, ça fait 100 millisecondes, c'est raisonnable. Si mon API fait 1 seconde x 10, ça fait 10 secondes, c'est beaucoup moins raisonnable. Et on peut voir donc, en faisant jouer les différents paramètres, on peut voir à quel point les paramètres peuvent influer sur la courbe. Ça joue en général sur les derniers pourcents, c'est-à-dire à moins que votre service soit vraiment très très lent, vous ne vous préoccupez pas trop d'une utilisation en dessous de 80%. Mais au-delà de 80%, selon votre service et le côté aléatoire de votre système, ça peut commencer à se dégrader assez fortement. Mais ce qui est important, c'est de savoir que de toute façon, si vous avez un système de file d'attente comme ça, non borné, votre temps d'attente va exploser. Toujours. À saturation, il va exploser. Et il y a plein de systèmes comme ça où on peut l'observer. Dans un système standard, vous l'observez sur les disques. Si vous commencez à faire plein de IOP sur un disque, vous allez voir que vos temps de traitement vont exploser. Vous pouvez le voir dans le tram en cas de grève. Vous pouvez le voir dans un tas de contextes. C'est ce qui est dommage, c'est que les systèmes, quand ils sont sous charge, en fait, deviennent plus lents. Voilà, donc ça, c'est un des résultats théoriques intéressants des files d'attente, c'est qu'on sait qu'à un moment, on va avoir une courbe exponentielle, et donc en train d'ingénierie, quand on design un système,
c'est relativement important de pouvoir garantir qu'on n'atteint pas ces seuils-là. Donc de pouvoir les calculer ou les tester, et à un moment de se fixer, de dire ok, je suis prêt à accepter 5 fois plus lent, mais pas plus, et donc je ne veux pas atteindre ce taux d'utilisation-là. Voilà mon API quand je fais le bench en mode vas-y, envoie des requêtes tant que ça peut. Donc j'ai pris un outil qui s'appelle WRK2 parce que c'est en ligne de commande, il marche très très bien. Et voilà en gros la courbe que j'ai obtenue en faisant des mesures. Ça marche bien jusqu'à ce que ça marche plus. Ok. Et donc là, quand j'injecte un système comme ça, vous voyez, en fait ce que je fais, c'est que je contrôle le nombre de requêtes par seconde que j'essaie de générer sur l'injecteur, et le système, il essaye de suivre. Donc on voit que mon API était capable de répondre pas tout à fait 300 requêtes par seconde, parce qu'à 300 il explose, donc dans les 280, 290. Et à 300, ça part. Maintenant, on a parlé d'un système où mon système c'est une file d'attente, j'ai des requêtes et j'ai des réponses qui sortent. D'accord? Ça c'était une modélisation. Il y a un autre moyen de modéliser ce système-là. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, les requêtes et les réponses font partie de mon système. C'est juste une vue d'esprit, de toute façon, c'est un modèle. Donc ce que je pourrais dire, c'est en fait, j'ai des utilisateurs qui me génèrent des requêtes et qui obtiennent des réponses, et ensuite, quand ils ont une réponse, ils refont des requêtes, et ils refont des réponses, etc. Dans ces cas-là, l'injection du trafic fait partie de mon système. Donc j'ai un modèle qui est plus proche de ça. J'ai des utilisateurs, ils font une requête, ils attendent une réponse. Quand la réponse est là, ils ont un jeton, ils refont une requête, etc. Ok? Et ces deux modèles-là, en fait, il y en a un qui s'appelle le système ouvert. Les requêtes et les réponses n'appartiennent pas à mon système, c'est un élément extérieur que je ne contrôle pas. Et le système fermé, en fait, quelque part, je contrôle le nombre d'utilisateurs, et ce nombre d'utilisateurs va borner le nombre de requêtes que je sais faire. Si j'ai 15 utilisateurs, je ne peux pas avoir plus de 15 requêtes en même temps. Donc j'ai un meilleur... finalement, j'ai un contrôle sur le nombre de requêtes et de réponses, c'est juste que je ne le contrôle pas directement. Mais j'ai un contrôle indirect. Et selon l'application, est-ce que vous testez, les deux peuvent s'appliquer. Sur un serveur web, si vous êtes un serveur web grand public, système ouvert, vous ne contrôlez absolument pas les utilisateurs, vous pouvez en avoir 100 000 qui vous déboulent dessus en même temps, c'est un système ouvert. Si vous faites un API web pour une application interne où il y a 15 utilisateurs, c'est un système fermé. De toute façon, vous n'aurez pas plus de 15 utilisateurs, en fait, en vrai. Et en pratique, les deux modèles, il y a une continuité entre les deux modèles. C'est-à-dire, effectivement, par rapport à votre capacité, si le nombre d'utilisateurs est très petit par rapport à votre capacité, c'est un système fermé. Et au fur et à mesure que vous augmentez le nombre d'utilisateurs, vous reprenez de plus en plus, finalement, vers un système ouvert. Donc, choisir sa modélisation, ça dépend du contexte. Ce qui se passe, c'est que si je mesure ma même API en système fermé, donc là, cette fois-ci, je contrôle plus le nombre de requêtes, mais je contrôle le nombre de connexions HTTP que je fais en même temps, sachant qu'il n'y a qu'une connexion qui passe sur une requête, sur un canal HTTP. J'ai des courbes qui sont très différentes. Par rapport à mon nombre de connexions, mon nombre de requêtes par seconde va toujours être capé à peu près 300, ça ne change pas en fait. Mais on voit que par rapport à mon nombre de connexions, mon temps de réponse, il augmente, mais plus doucement. Il n'est pas parti en boucle, et on sent, même si je pouvais continuer, il n'allait pas partir en boucle de cette façon-là en fait. Parce qu'à un moment, les utilisateurs vont s'auto-limiter, puisque si l'utilisateur n'a pas de réponse, il n'émet pas de nouvelles requêtes, et donc, quelque part, la charge va automatiquement s'annuler. Et là, on peut faire des calculs, que je ne vais pas faire parce que c'est long, sur ce modèle-là, qui est un problème classique de théorie des files d'attente. J'ai X utilisateurs qui envoient des recomptes toutes les secondes, ça passe dans une file d'attente, ça passe dans un traitement, ça revient, et je recommence. Ça s'appelle le réparateur synchrone, si vous cherchez la littérature. Et on peut démontrer que le débit de ce système-là suit cette équation-là. Et cette équation-là, pour ceux qui ont excellente mémoire, c'est exactement la loi d'Amdahl. Exactement la même forme. Sauf que là, on parle de débit. On parle pas de temps. C'est cool, on a retrouvé une loi qui ressemble à la loi d'Amdahl, mais cette fois-ci, on parle de débit. Et en plus, on a une loi qui nous permet de dire, si je connais le débit, je connais un nombre d'éléments, je peux passer en temps. Donc là, on commence à avoir des éléments pour effectivement qualifier un système. Le seul problème de ce modèle-là, c'est qu'en vrai, il est trop optimiste dans la vraie vie. Et il y a une loi qui s'appelle la loi d'extensibilité universelle, Universal Scalability Law en anglais, ou loi de Gunther, qui essaie de représenter le côté plus réaliste de la chose, où non seulement on a des problématiques de contention, donc on a des choses qui sont sérialisées,
On peut pas les traiter en parallèle. Mais en plus, plus on a d'éléments qui tournent en parallèle, plus on a des problèmes de communication entre ces éléments-là, et donc des problèmes de cohérence. Donc cette loi-là essaie de capturer le fait que quand on augmente la parallélisation, on a des problèmes de contention, on peut attendre des éléments, et on a des problèmes de cohérence, c'est-à-dire qu'il faut que les éléments se communiquent entre eux pour faire leur travail, et que ça prend du temps. Et que c'est quasiment au carré, puisque sur n éléments, il y a n au carré lien entre ces éléments-là. Là, je parle d'ordinateur, mais dans une équipe, c'est pareil. Hein. Dans une équipe de dev, vous avez de la contention si vous êtes obligé d'attendre que quelqu'un vous donne une spec ou vous valide quelque chose, et vous avez des problèmes de cohérence et tout le monde ne se parle pas bien. De toute façon, se parler, c'est un coup de cohérence, et ça prend du temps, et ça ralentit les choses. Qu'est-ce que ça... Hop. Donc la loi, ça donne ça. C'est-à-dire que là, j'ai pris... Donc la loi, c'est le graphe que j'ai mis tout en haut. Ça a une courbe toujours un petit peu comme ça, vallonnée. Il y a un maximum, et puis à un moment, ça se dégrade. Donc ce qui est sympa, c'est de pouvoir tester les paramètres. Alors je ne vais pas aller trop loin, parce que sinon ça va partir hors du graphe. J'ai oublié de zoomer, excusez-moi au fond. Donc là, si j'augmente le nombre de... Le C, finalement, c'est le nombre de requêtes concurrentes que je peux traiter. C'est vraiment ma capsule système. Donc si j'augmente mon nombre de requêtes concurrentes, ben, tout augmente, c'est assez facile. Le S, c'est la parallélisation. Donc c'est la contention, c'est combien de temps je suis obligé d'attendre pour pouvoir faire mon travail en parallèle. Qu'est-ce que je ne peux pas paralléliser. Et donc, si je l'augmente, ben, tout diminue, c'était la loi d'Amdahl déjà avant. Et le K, c'est le petit terme qui m'écrase la courbe à la fin. Qui peut avoir des effets un peu violents, puisqu'on peut être en dessous de son point de départ. Si vous avez déjà travaillé une équipe de dev à 30, vous savez que ça va beaucoup plus lentement qu'une équipe à 1. Hein. Donc le K peut faire en sorte que c'est contre-productif de paralléliser. Et donc on a un certain nombre de bornes. Tout ce qui est noir est impossible mathématiquement. Je ne peux pas aller plus vite que linéairement accroître mon temps par rapport à mon nombre de ressources. Si vous y arrivez, posez un brevet parce que ça vaut le coup. Ensuite, c'est la loi d'Amdahl. La contention, de toute façon, va avoir des lois décroissantes. Et là, j'ai mis un S un peu grand, donc on ne le voit pas. Voilà, on va augmenter, on voit mieux la courbe de la loi d'Amdahl. Et après, ben, on a la fameuse pénalité de contention, enfin de cohérence, qui vient écraser tout, et plus j'augmente ma pénalité de cohérence, ben, plus ça vient écraser ma courbe. Ok? Donc là, encore une fois, c'est de la théorie. Hein. Là, on joue juste avec les paramètres pour se rendre compte de quelle forme on est censé avoir. Et encore une fois, le but du jeu, quand on va faire la mesure de perf, c'est est-ce que je les ai vraiment? Est-ce que ça correspond à une réalité, cette chose? Donc c'est ce que je me suis posé comme question. Hein. Ça tombe bien, j'avais déjà mesuré mes perfs de mon API en latence et en débit. Donc, je peux faire des tests. Donc là, pareil, j'ai recopié toutes les mesures de perf que j'avais faites sur mon API. Le Y, c'est la latence, et le Z, c'est le débit. J'ai ploté que le débit. Donc ça revient au graphe que je vous avais montré tout à l'heure, hein, c'est exactement le même. Et donc je peux faire, pour pas la taper parce qu'elle est plus longue à taper celle-là, je peux faire mon interpolation de ma loi de Gunther. Et là, encore une fois, j'ai un R2, ce coup-ci est quand même de 0,99. Hein. Donc, rajouter le petit terme de cohérence, c'est mieux. C'est mieux. Ça représente mieux la réalité que juste dire « Ah, il y a juste de la contention ». Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il me donne des valeurs de paramètres. Il me dit que j'ai un C de 42, c'est-à-dire que unitairement, je sais traiter 42 requêtes à la seconde. Donc, ça veut dire que je fais à peu près 20 millisecondes de mon temps de traitement. J'ai un taux de sérialisation de 0,2 et un PET de cohérence de 0,03. Le taux de PET de cohérence est plus compliqué à interpréter en général, mais la sérialisation c'est facile. L'intérêt de ces coefficients, surtout quand on fait des évolutions, c'est qu'une fois que vous avez ça, pour une V1, vous faites une V2, hein, on rebench, on remodélise, et on peut voir qu'est-ce qu'on a amélioré et qu'est-ce qu'on n'a pas amélioré. Ou l'autre truc, c'est si vous voyez que vous avez énormément un S qui est très très grand, vous pouvez dans votre code chercher les locks.
Ou chercher, alors je sais que c'est probablement un problème de lock, ou de file d'attente trop grand, ou d'autres choses comme ça. Maintenant, j'ai la loi de Little. Donc là, j'ai un débit. Je contrôle, comme j'ai injecté un nombre de connexions fixe, je contrôle le nombre d'éléments dans le système. Donc je peux en déduire la latence théorique que je suis censé avoir. Et ça, c'est la deuxième équation. Alors, pour des questions d'outils, j'ai été obligé de retaper la formule. Voilà. Et donc cette équation-là dit R, donc le temps de résidence, c'est égal au N, c'est mon nombre d'éléments dans mon système, divisé par mon débit. C'est là Little où j'ai fait juste une division, parce que ce qui m'intéresse, c'est le R. Je connais le L, je connais maintenant une formule qui me dit, bah voilà comment le débit évolue, quelle est la latence. Et là, j'ai ça. Alors il y a un fois 1000, mais vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai mis mes trucs en millisecondes, donc fallait que je les redresse, sinon j'avais des échelles complètement différentes. Et là je pourrais me dire, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai mesuré? Donc on va faire des points, hop. Donc à 20 connexions simultanées, je prétends que je devrais être à 69 millisecondes. Vous pouvez voir que moi j'ai mesuré 70. À 15, je prétends être à 50, et en fait j'en ai mesuré 56, donc là c'est moins bien. À 10, j'étais à 36, et en fait j'en ai mesuré 38. Et à 5, j'étais à 27, alors qu'en fait j'en ai mesuré 27,02. Donc ça cale plutôt bien d'ailleurs, on peut ne pas s'embêter, je peux vous grapher les points. Ça cale relativement bien. La théorie marche relativement bien sur un système si votre modélisation est adaptée à ce que fait vraiment votre système. Si vous modélisez, si vous choisissez le mauvais modèle par rapport à votre système, ça fera n'importe quoi. C'est toujours pareil, hein. Garbage in, garbage out. Y a pas de... Ça c'est une vérité universelle. On peut appliquer dans d'autres cas, puisque je vous ai dit, je fais beaucoup de data engineering. Donc moi par exemple, ce qui m'intéresse, c'est quand je fais des jobs, savoir comment je dois paramétrer mon cluster. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font du Spark, mais sur Spark, on contrôle le nombre de jobs, le nombre d'exécuteurs en parallèle qui vont faire les traitements. Donc, j'ai fait des mesures, j'ai lancé un job, j'ai fait des mesures, et comme je voulais mesurer un débit, et pas un temps, parce que c'est plus facile pour appliquer la loi, j'ai mesuré le nombre de lignes par seconde que je traitais. D'accord? Bon, comme c'est du data engineering, j'ai un certain nombre de milliards de lignes qui rentrent, j'en traite un certain nombre de milliers, ou de centaines de milliers, ou de millions par seconde, et j'en sors un résultat. Et donc le X, c'est le nombre de cœurs que j'ai affecté à mon problème. Et le Z, le Y pour ce coup-ci, c'est le nombre de lignes par seconde que je suis capable de traiter avec mon système. Après, pour des questions de coût, je ne suis pas allé plus loin que 224, mais... Et donc, pareil, encore une fois, je peux toujours faire la même chose, hein, je peux fitter une équation, vérifier que le R0 est plutôt cohérent, hein, 0,99, 89, c'est plutôt pas mal. Ça me donne un certain nombre de coefficients que je peux interpréter. Je sais qu'un corps traite à peu près 132 000 lignes par seconde. Efficacité de mon traitement. Et vous pouvez voir que des systèmes comme Spark ont des taux de sérialisation et de cohérence qui sont extrêmement faibles. Ils sont faits pour. Clairement. Bien sûr, je peux appliquer la loi de Little. Donc ce coup-ci, mon nombre d'éléments, j'ai injecté ce nombre de lignes que je divise par le débit, ça me donne le temps de traitement qu'il me faut. Ça fait ça. Donc on voit que quand je commence à paralyser, comme j'ai un très bon gain de débit, en vrai ça va beaucoup plus vite, mon job. Puis à un moment, en fait, si je commence à continuer à ajouter des cœurs, mon job se ralentit. Pas très pratique. Et si vous êtes comme moi dans le cloud, sur AWS, vous pouvez aussi vous dire, oui, mais en fait, moi je paye au cœur, donc en fait mes coûts ils sont comme ça. Mes coûts ils sont linéaires, c'est pas compliqué, hein, je paye 3 centimes du cœur. Si j'ai 220 cœurs, je paye 224 fois 3 centimes pour une heure. Et avec ces paramètres-là, on peut commencer à faire du design. Qu'est-ce qui m'intéresse? Quel est mon SLA en termes de temps de job? Est-ce que j'ai une borne minimum que je dois atteindre? Si oui, à quel point je l'atteins? Est-ce que je l'atteins ou je l'atteins pas? Si je l'atteins, à quel coût je l'atteins? Est-ce que c'est rentable?
Est-ce qu'on est prêt à négocier un quart d'heure pour diviser par 2 les coûts? Avec ce genre de système, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'aller forcément aller jusqu'au bout de tester un système à 6000 cœurs pour se dire ça vaut pas la peine, et de toute façon ça ne gagnera pas d'argent. La loi est applicable dans la mesure où, dans l'axe des x, vous utilisez une variable indépendante, c'est-à-dire que vous contrôlez le nombre d'éléments que vous mettez, et que cette variable indépendante va influer sur le débit du système. Donc là, parce que tout à l'heure, je mesurais des connexions HTTP, là je mesure un nombre de cœurs que j'ai mis dans mon système. C'est complètement différent, mais j'ai la main sur mon système pour définir combien j'en veux, et je sais que ça va influer sur le débit. Et donc je sais que normalement je peux appliquer cette loi. Je peux faire ça même de façon plus tordue, parce que, encore une fois, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui font du Spark, mais Spark, en fait, il y a un parallélisme, il y a un nombre d'exécuteurs. Donc quand on lance un job Spark, on lui dit lance-moi 10 exécuteurs, et ces exécuteurs, ils ont un nombre de corps. Donc quand je fais 224 cœurs, par exemple, j'ai plusieurs façons de faire 224 cœurs. Je peux lui dire lance-moi un exécuteur de 224 cœurs, c'est pas une bonne idée. Faut trouver la machine pour le faire, mais je peux me trouver 16 exécuteurs qui vont avoir 14 cœurs, je pense, un truc comme ça, etc. Donc je peux en fait mixer ma répartition entre mon nombre d'exécuteurs, qui sont des machines différentes, et mon nombre de cœurs sur mes machines. Et là, j'ai juste travaillé par cœur, mais je peux travailler par exécuteur en fait. Et donc ce qui est marrant, c'est que ça me donne une autre. Donc là, en fait, j'injecte toujours la même chose, le même nombre de lignes, la même taille de cœur, donc 224. Par contre, je change la répartition des workers. C'est-à-dire je fais des paquets de cœurs plus ou moins gros. Et ça me donne une autre courbe. Et cette courbe, elle suit aussi une loi de Gunther, qui n'a pas la même tête, mais ça fit très très bien. Et donc on se rend compte qu'il y a un optimal. En fait, j'ai intérêt à grouper mes... là c'est le nombre d'exécuteurs, donc 56, ça doit faire 4 cœurs. Donc dans mon job Spark, je sais qu'en fait j'ai intérêt à faire des exécuteurs de 4 cœurs. Parce que ça va genre 10% plus vite que si je le fais différemment. Ok. D'autres exemples, toujours Spark. Encore une fois, c'est mon job. Ce coup-ci, c'est un truc différent, c'est que j'ai benché 2 programmes Spark. 2 programmes différents. Le programme en bleu, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une sorte de group by en SQL. D'accord? Il fait un select, il fait une irrigation, et ensuite il calcule un résultat. Le programme en vert, il fait plutôt un truc de type ETL, c'est-à-dire il lit des données, il les remet en forme, et il les réécrit. Et vous voyez que les deux sont du Spark. Les deux fit des courbes de façon plus ou moins parfaite, parce que, encore une fois, c'est fait sur mon portable, donc dès que vous mesurez sur un portable, c'est très bruité. Mais on voit que les courbes n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. La bleue, en fait, elle a visiblement une pénalité de cohérence très forte. Et ça, c'est parce que l'algorithme, pour faire un group by, demande à Spark de répartir les données entre les différents workers, puisque la façon dont il fait un group by distribué, c'est qu'il dit s'il y a une clé qui doit aller... Toutes les clés identiques doivent aller sur la même machine. Donc il lit les données, s'il voit qu'il y a une clé, il va la régulier sur une machine. Donc c'est de la communication intermachine. Donc c'est de la cohérence. Et donc le group by, forcément, va avoir un comportement scaling qui est très mauvais, parce que je paye une pénalité de cohérence. Alors qu'en bas, c'est juste la machine prend retraite, genre fait du TXT vers du parquet ou vers autre chose. Donc chaque machine peut travailler de façon plus ou moins indépendante. C'est peut-être pas plus rapide. Par contre, ça va scaler beaucoup mieux, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de se parler entre nous pour gérer un petit bout. Donc la nature de ce qu'on a à faire sur le programme va influer sur les caractéristiques du système. Réciproquement, si je vois une courbe, je peux inférer le fait que j'ai peut-être des cohérences, donc peut-être que je sais que là j'ai un group by, ou là j'en ai pas, je peux réfléchir si j'en ai besoin ou pas. Hop. Après d'autres exemples là, qui viennent directement de Gunther, donc celui qui a fait qui a formalisé sa loi. C'est dans les papiers qu'il a publiés. Ça c'est des courbes de 2 programmes. Finalement c'était plié par PayPal, où PayPal avait un historique Java, et ils ont tout réécrit en Node.
Et ils avaient fait un énorme blog post pour dire Node c'est génial, Java c'est de la merde, regardez les perfs qu'on a. Et donc voilà ce que ça fait. Donc le rouge c'est Java, et le vert c'est Node. Et donc ce qu'il a fait, bah, il a appliqué sa loi, il a regardé, effectivement, Node a des meilleurs perfs, hein, il n'y a pas photo, en l'occurrence. Mais on peut voir qu'est-ce qui se passe dans le code. En rouge, par exemple, si vous regardez, alors déjà on a un S négatif. Ça veut dire que le fit n'a pas marché en vrai. Les données ne sont pas parfaitement bonnes, et il faudrait probablement refaire une mesure, parce que le S négatif n'est pas une valeur légale dans l'équation. Parce que ça c'est le problème du fit, c'est que vous pouvez toujours fitter plein de choses. Vous aurez toujours un résultat, la question c'est que le résultat a un sens. Mais le S est négatif, c'est-à-dire que le S était tellement faible qu'il est passé en dessous de 0, et le K est à 0,07, alors qu'en Node, le S est à 0,07. C'est-à-dire qu'on a quand même 7% de contention sur le Node. Donc en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a deux choses qui sont très différentes. On a en Java un programme qui est limité fondamentalement par une pénalité de cohérence. Donc ils ont fait en sorte que, ou leur système fait que, en fait, les threads parlent entre eux. Alors qu'en Node, ils n'ont pas cette pénalité de cohérence, mais par contre, ils ont une contention qui est beaucoup plus mauvaise. Et si vous avez déjà l'habitude de faire les deux, c'est que Node a un taux de contention en général qui est beaucoup plus mauvais que Java, en fait. Parce que c'est un monothread en général, et que donc on attend des choses assez régulièrement, il faut que le CPU soit disponible. Donc c'est typique de ce que vous allez voir sur Node. Mais ça permet de comparer et d'estimer les caractéristiques, et potentiellement de voir est-ce que c'est le rewrite qui a fait que c'était mieux. Probablement qu'ils ont changé l'algorithme en fait, c'est pas juste une question de techno. Et on voit dans les exemples, effectivement ils ont changé l'algorithme. Celui-là il est bien. Il y a des gens qui connaissent Zookeeper? Ouais. Donc Zookeeper c'est un système qui est censé gérer la cohérence. Donc c'est plus ou moins une base de données qui sert à gérer la cohérence d'un autre système. Ça implémente un protocole à l'époque Paxos, et maintenant ils font le leur. Mais en gros c'est une sorte de base de données, puisqu'il stocke des données pour vous. Mais son but est de garantir que tous les nœuds de Zookeeper vont toujours vous répondre la même chose et sont toujours cohérents entre eux. Donc évidemment, ils payent très cher la cohérence. C'est normal, c'est leur job. Et donc la mesure de Zookeeper, là, en bleu, c'est la performance de read en fonction du nombre de serveurs qu'on met dans Zookeeper. Et en vert, c'est la performance de write. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que Zookeeper, vous ne pouvez pas mettre moins de 3 serveurs. C'est le minimum que vous pouvez mettre pour avoir un quorum. Des 3 serveurs, hop, si je zoome, on a déjà atteint la perf maximum d'écriture de Zookeeper à 3. Et si vous augmentez le nombre de serveurs, vous allez dégrader la perf d'écriture. Ce qui est relativement logique quand on y réfléchit, c'est que, oui, c'est plus long de coordonner 5 serveurs que 3. Donc on est dans un système de type base de données, où en fait la performance optimale de write, c'est le minimum de serveurs. Par contre, le read, lui bénéficie du fait que vous en mettez plus. Donc encore une fois, ce type de modèle vous permet de réfléchir à ce que je design. Est-ce que je mets 3, est-ce que j'en mets 5? Ça dépend de quel est le bon ratio entre les write et les read. Si je fais peu de read et beaucoup de write, non, 3. Si je fais beaucoup de read et pas beaucoup de write, ouais, vas-y, 7, c'est pas un problème. Mais ça permet de réfléchir à ces problèmes-là de façon quantitative. Et surtout, ça permet aussi de réfléchir dans le temps, parce qu'une fois qu'on a fité un modèle, encore une fois, on fait des évols, on fait des archis, on refait un test de tir, et on peut voir est-ce que ça a amélioré ou pas. On atteint un peu la limite. Donc si on essaie de récapituler, la modélisation que je vous ai montrée là, ça ne remplace pas les tirs de perf, ça ne remplace pas tout ce qu'on peut faire de base pour faire des mesures. C'est une approche complémentaire en fait. Ça permet de donner un sens à ces mesures. Au lieu de dire ok on va faire des perfs et puis la perf c'est la perf, non en fait. La perf ça permet de commencer ensuite à réfléchir de est-ce que c'est normal que j'ai ces perfs là? Qu'est-ce que j'attendais au niveau théorique? Parce que là je ne vous ai pas montré un système avec un bottleneck, mais ce qui va se passer avec un bottleneck c'est votre courbe elle va pas fitter en fait. Parce qu'elle va être limitée quelque part ailleurs. Donc ça va couper un moment la progression. Là on attendait une belle parabole, non à un moment ça va être flat. Bottleneck. Donc ça permet de se dire est-ce que la performance que je vois est finalement raisonnable. De toute façon il y a toujours un bottleneck, et si votre courbe
elle est fitée, elle fit comme je vous l'ai montré sur l'API. Ce que ça veut dire en vrai, c'est que le bottleneck, c'est bien l'axe des X que vous avez utilisé. C'est-à-dire que vous avez bien trouvé quel était le bottleneck de votre application, en tout cas dans le régime d'utilisation que vous avez, et donc vous savez que vous êtes bottlenecké par votre CPU et que vous en mettez dedans, voilà les perfs que vous avez. Si ça ne fit pas, c'est que vous êtes bottlenecké par autre chose. Ça vous permet de réfléchir, donc le modèle système ouvert step servé vous permet de réfléchir à est-ce que j'ai beaucoup d'utilisateurs qui sont complètement aléatoires ou en fait non, je maîtrise plus ou moins ma charge et donc j'ai pas de risque de perte catastrophique. Encore une fois, on l'a appliqué en modèle black box, c'est-à-dire je ne veux pas savoir comment fonctionnent mes systèmes, mais en vrai, vous prenez une API web, vous avez une infinité de sous-modèles de file d'attente à l'intérieur. Votre système de stockage est une file d'attente. Quand vous allez écrire sur un disque, vous avez une file d'attente avec une capacité, et vous êtes un modèle, en général, un système ouvert pour lui. Parce que vous ne maîtrisez pas le nombre de writes que vous allez faire. Il y a plein de. Donc, si on veut rentrer dans le détail d'un système, on peut descendre en termes de modélisation et d'analyse relativement bas. Si vous avez utilisé le bon modèle, vous pouvez commencer à anticiper des modes de panne. Si vous savez que vous avez un élément qui est effectivement système ouvert, vous savez que vous aurez une panne catastrophique si vous n'êtes pas capable de limiter le nombre d'appels que vous faites. C'est mathématique. Vous aurez une panne catastrophique. Donc il faut savoir les limiter. Si vous êtes en modèle fermé, vous savez que vous avez un petit peu de marge parce que ça va s'autoréguler. La loi de scalabilité universelle, donc, qui vous donne la scalabilité avec la pénalité de cohérence, en plus de la damnale qui faisait que la contention. Et ce qui est amusant, c'est quand on commence à se dire, ok, mais en fait tous ces concepts qu'on fait dans l'informatique, en fait ça marche aussi dans les organisations. Et pour ceux qui étaient déjà à la conférence de Julien hier, Mythical Man Month, franchement, lisez-le, il est très très bien. Et les graphes que j'ai sortis de Mythical Man Month, c'est exactement les lois de d'Amdahl, c'est juste que là ils sont en temps, donc le temps est décroissant, mais si vous faites par rapport au temps de départ, vous aurez la loi d'Amdahl. Parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes lois. Hein. C'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes modèles qui ont été émises. Et si vous voulez un peu plus loin que cette présentation qui est assez rapide, vous avez un livre qui est donc de Neil Gunter, qui est le professeur qui a énoncé la loi, qui s'appelle Guerrilla Capacity Planning. Il est très bien, mais ardu. Donc, il faut être en confiance par rapport à ça. Il a été résumé en 2 autres petits livres par un de ses élèves. Donc, Essential Guide to Queuing Theory et Practical Scalability Analysis, qui par contre sont très très bien et très accessibles. Par contre, très dur à trouver maintenant. Parce que la boîte qui les a édités, elle a été rachetée, donc ils ont perdu les liens URL. Vous trouverez encore des traces sur Internet, sinon vous pouvez m'en contacter, je peux vous en parler. Il y a un article de blog de Codael sur l'application de USL4J, donc la lib qu'il a écrit en Java pour ces problématiques de Java. Et si vous voulez refaire les problématiques de queuing et de calculer combien de temps il vous faut pour sortir de la salle, vous avez des calculateurs en bas qui vous disent ok, j'ai une file MM1 avec tant de trucs, voilà les temps qu'il va falloir. Ça vous évite de faire les calculs vous-même. Sur ce, je vous remercie. N'hésitez pas à utiliser le QR code pour faire vos feedbacks, c'est surtout hyper intéressant pour nous, surtout si vous n'avez pas aimé. Et si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Parce que ne pas aimer, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi. Comme ça, on peut s'améliorer, en fait. Et si vous avez des questions, il me reste 1h45, mais peut-être que vous voulez partir. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je m'en doute. Ah, si, vas-y, Victor. Le logiciel que tu as utilisé pour faire la démo, ouais. C'est un site web. C'est un site web. C'est un site web qui sert pour apprendre les maths pour les étudiants, enfin pour les collégiens. Très très bien. J'ai beaucoup aimé les faux numéros slide en bas à gauche. C'est pas vraiment une question donc. Ouais. Celui-là Le S négatif, en général, c'est un problème de mesure. C'est que si tu fais ça avec ta mesure, c'est que ta mesure elle a trop de bruit. En général, c'est un problème de bruit, c'est parce que
si tu veux faire des mesures vraiment qui fit bien, il faut souvent que tu fasses une campagne de 7 ou 8 mesures, parce que chaque fois que tu vas mesurer, tu vas avoir un résultat différent. Et des fois, surtout sur les premiers points, une variation sur le premier point en fait peut complètement détruire la courbe. Et si tu vois là, en général c'est lequel qui est négatif, c'est le violet, hein. Tu vois que le premier point il est trop bas en fait. Il a été sous-estimé par rapport à la courbe. Et souvent l'imprécision sur les premiers points peut complètement détruire la précision sur le reste. Et un autre truc quand tu fais des mesures, c'est tu peux pas extrapoler trop loin par rapport à ce que tu as mesuré. Si tu as mesuré jusqu'à 200 cœurs, en fait extrapole jusqu'à 6000, c'est un peu ambitieux parce que tu n'as vraiment pas d'indication que ça va effectivement rester ton bottleneck jusqu'à 6000. Peut-être qu'il va introduire un autre bottleneck et ça va complètement casser ta perf. Donc tu peux extrapoler, mais il y a quand même des limites à l'extrapolation. Je sais pas ce que c'est comme compteur maintenant. Donc je vous remercie. Bon retour.